vous sentez-vous ce soir? Ça ne se répond pas par oui ou par non, mais vous vous sentez comment ce soir? Et vos ancêtres, comment se sentaient-ils? Et les ancêtres de vos ancêtres et vos arrière-grands-parents, comment se sentaient-ils? Et si on remonte jusqu'à vos ultimes ancêtres, comment se sentaient-ils? Et qu'est-ce que veut dire se sentir? Donc, on peut aller à 300 000 années pour l'Homo sapiens. Et si on remonte aux primates, on va jusqu'à 70 millions d'années. Et on peut aller jusqu'à 3,8 milliards d'années pour les cellules simples qui sont vos ultimes ancêtres. Ça, c'est la science. Et ma présentation va être basée sur la science. Donc, ce sont des faits qui sont accessibles et j'espère les rendre digestibles pour tous. Donc, est-ce qu'on peut poser la question à votre ancêtre ultime, qui est cette cellule qui date de 3,8 milliards d'années? La question s'applique-t-elle? Que signifie sentir? Du latin classique, sentire, percevoir par les sens. Dans les langues germaniques, le mot spécifique voudrait dire percevoir par le sens du toucher. Il y a eu tendance à évoluer pour appliquer les émotions. Mais à la base, on parlait de sentir par le toucher ou sentir par les cinq sens. Et c'est plus tard que le mot sentir voulait dire une perception mentale. Donc, on va suivre ça un peu au niveau de l'évolution. Il y a 3,8 milliards d'années, des cellules simples vivent sur la ceinture du Nouveau-Guituk, qui est au Québec. Donc, soyons fiers Québécois parce que ça s'est passé au Québec, les premiers signes de vie sur Terre. Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, c'est la ceinture de Nouveau-Guituk. Ouais. Ces cellules-là vivaient dans un environnement riche en fer. On voit un peu de rose-orange, ça c'est le fer. Et ce sont des cheminées hydrothermales. Et ces cellules-là sentaient. Ils sentent quoi? Ils sentaient la concentration de fer, ils sentaient la lumière ultraviolette qu'ils utilisaient pour faire de l'énergie. Ils ne faisaient pas encore la photosynthèse, ça a pris beaucoup de temps. Mais ils sentaient quand même le volume, ils sentaient les autres cellules à côté d'elles pour savoir s'ils se multiplieraient ou pas. Donc, il y avait quand même la sensation au niveau physique de ces cellules-là. Mais ils ne répondaient pas de façon visible parce qu'elles ne bougeaient pas. Ça a pris beaucoup d'années avant que les cellules se mettent à bouger. 2,4 milliards d'années, on retrouve notre première bactérie avec sa flagelle. Elle ressent l'environnement et elle bouge. En conséquence de est-ce qu'il y a une menace ou est-ce qu'il y a quelque chose à manger peut-être. S'il y a une menace, on va se reculer. S'il y a quelque chose à manger, on va s'avancer. Comment le fait-on? Bien, on a des protéines le long de la membrane. À votre gauche, sentir. À votre droite, réagir. Ça, c'est le moteur de la flagelle. On va revenir là-dessus parce qu'il y a des gens du design intelligent qui sont allés dire que c'était trop compliqué, il fallait vraiment un design intelligent. Et je sais que Michel Virard est au courant de ce procès. On va revenir là-dessus. En bas, ce qu'on voit, c'est la sensation, donc des ligands ou de la lumière ou des protéines qui sont captées. Et après ça, on a l'action ou la réaction. Et entre les deux, on a des voies biochimiques. Donc, on a sentir et on a réagir. Donc, cette cellule-là peut sentir. Est-ce qu'elle sent le sens de la vie? Peut-être pas au terme où nous le pensons, mais quand même, il y a une sensation et il y a une réaction et il y a entre les deux des voies biochimiques. Ça a pris encore 2 milliards d'années d'évolution avant que les cellules aient des noyaux. Et on a des cellules plus complexes. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez, que vous essayiez de capter dans votre imagination 2 milliards d'années d'évolution. Ça fait beaucoup de parties de hockey, ça. Et en passant, si les Canadiens comptent un but, vous avez le droit, M. Virard, de nous le dire, ou mon oncle peut-être, vous avez le droit de nous le dire. Vous faites un signe s'il y a un but qui est compté. Donc, ça fait 2 milliards d'années d'évolution pour arriver à une cellule qui a un noyau. Ça a pris
2,1 milliards d'années avant d'arriver à ce qu'on appelle les animaux ou des organismes multicellulaires. Ça a pris tout ce temps-là. Donc, beaucoup de temps avant que les cellules deviennent dépendantes les unes des autres. C'est une très longue période par rapport aux 0,7 milliards d'années qui ont connu toutes les formes de vie animale que l'on connaît. Donc, on peut parler de la baleine qui a évolué il y a environ 50 millions d'années jusqu'à les organismes. Bon, il y a l'humain qui date de 350 000 années et le Brookesia micra qui est en fait un caméléon qui a évolué il y a 100 millions d'années. Vous voyez la différence? Ces différences morphologiques en 700 millions d'années, 0,7, par rapport aux 2 milliards pour avoir seulement des cellules simples. Il s'est passé beaucoup d'essais et erreurs. Donc, ce temps-là nous permet d'avoir des formes différentes. De nouvelles formes de gènes apparaissent purement par hasard et leur préservation dépend alors de l'adaptation aux conditions environnementales. Ça va coder pour des protéines. Donc, les gènes codent pour des protéines. Elles sont impliquées dans la détection de l'environnement, la réponse aux sensations. Donc, on est toujours dans le sentir et dans le réagir ou dans l'agir. Donc, comme j'ai dit, il a pris beaucoup d'années, 3,1 milliards d'années, avant que les cellules deviennent dépendantes les unes des autres. Ils se sont spécialisés. Certaines cellules sont devenues des détecteurs, les senseurs de l'environnement, et d'autres cellules sont devenues des cellules motrices distinctes. Entre les deux se sont interposés des neurones primitifs et qui ont formé éventuellement ce que l'on entend par, certains appellent ça l'âme, appellent ça l'esprit, peu importe, mais tout peut être réduit. Les assemblages interneurones génèrent une représentation de l'environnement dans lequel un organisme survit et se reproduit. Bon, je ne vous demande pas de vous souvenir de tout ça, mais la raison pour laquelle je mets cette diapositive qui apparaît complexe, c'est que vous compreniez qu'il y a eu une évolution des senseurs aux effecteurs, que des cellules se sont interposées entre les senseurs et les effecteurs dans l'évolution des animaux en 700 millions d'années. Et éventuellement, on obtient avec l'évolution un détecteur de mouvement. Ici, on a des cellules photoréceptrices qui sont en bleu, et on a un système pour les ingénieurs qui détecte les mouvements. Donc, cet organisme-là peut bouger en fonction de la lumière, en fonction d'un objet, va aller vers cet objet ou puis s'éloigner si ça représente une menace. La représentation du monde externe, elle n'est pas parfaite. Et les illusions sont la preuve, les illusions visuelles. Donc, ces deux cercles-là, vous les voyez comme étant tordus. Mais la réalité est qu'ils sont parfaitement ronds. Donc, votre cerveau n'est pas là pour avoir une réalité qui est parfaite, mais pour l'approximer. Pour l'approximer, pour pouvoir assurer la survie de l'organisme et la reproduction. Donc, les deux conditions, survie et reproduction, qui vont déterminer si les gènes vont muter et vont être préservés. Et c'est le premier qui a étudié les interneurones, ceux qui s'interposent entre les senseurs et ceux qui sont les neurones moteurs, c'est Cajal. Cajal, un Espagnol, qui a utilisé un processus d'argent, donc des photos, de photographie, pour voir ces fameux interneurones. Et il était très avant son temps. Il avait pressenti que les mystérieux papillons de l'âme, dont les battements d'ailes pourraient un jour nous révéler les secrets de l'esprit. C'était en 1917. Et Aristote avait déjà prédit, l'âme ne pense jamais sans une image mentale. Ça nous amène à un illustre inconnu, Kenneth Craik, qui a étudié et qui a été le père des modèles mentaux. Donc, les interneurones, ces fameux papillons de l'esprit, bien, c'est eux qui créent la réalité que l'on ressent. Donc, on a la réalité que nous éprouvons n'est pas seulement un modèle, mais aussi un prédicteur de l'avenir. Parce que ça prend du temps à créer le modèle
Et il faut agir très rapidement. Si on pense au hockey encore à Carey Price, qui va devoir arrêter les rondelles, ben, son temps de réaction a été estimé très, très rapide à 320 millisecondes. Donc, dès qu'il y a un tir, ça prend à Carey 320 millisecondes pour réagir. Une illusion ici, une illusion visuelle qui fait que les lignes ont l'air tordues. Ont l'air tordues, ont l'air à s'éloigner de nous. Donc, courbées est le mot, j'imagine, le plus précis ici. Et c'est environ une estimation de ce qu'auraient l'air ces lignes-là si on s'avançait et on allait dans le temps à 80 millisecondes. Donc, pour les mouvements, on peut avoir une prédiction qui va jusqu'à 80, même des fois 300 millisecondes de l'avenir pour pouvoir attraper ou s'éloigner d'une proie ou d'un prédateur respectivement. Sous la pression des organismes multicellulaires à survivre et à se reproduire, bien, les systèmes nerveux ont évolué pour générer une réalité qui est modulée par des entrées sensorielles ou sans. Donc, on peut ruminer à l'infini. Ce qui est arrivé, c'est que les interneurones sont devenues indépendantes des senseurs et des cellules motrices. Donc, elles forment, et c'est peut-être une bonne chose ou c'est peut-être une mauvaise chose aussi, qu'on peut maintenant former des modèles mentaux sans avoir aucune sensation de nos cinq sens et sans agir. Les modèles mentaux libérés ont acquis la capacité de nous emprisonner. C'est là qu'est née la crise existentielle, parce que là, maintenant, on ne pouvait pas sentir ces interneurones-là. Si on se connecte à l'autre sens, on est stabilisé. Donc, quand on respire, on peut se connecter, ça nous calme. Mais quand les sens ne sont pas là et qu'il y a plein de pensées qui nous assaillissent, ben, on peut virer un peu fou. Le fait que le cerveau lui-même ne contienne pas de voix sensorielle consciente signifie que les pensées se produisent dans ce qui ressemble à être un vide. Nous ne pouvons pas ressentir le processus qui génère les pensées. Ça, c'est ce qui s'interpose entre nos senseurs et nos effecteurs. Donc, avec l'évolution, il n'y a pas un moment où, clic, là, l'âme est apparue. Non, tout est graduel, tout remonte à une seule cellule. Donc, il n'y a pas d'agent externe. Le processus de pensée, bien que basé sur la physiologie, ressemble rien aux expériences sensorielles. Si je mets ça, ce n'est pas pour que vous essayez de comprendre, mais que vous sachiez plutôt qu'il y a des études qui se font et qu'on est en train de comprendre que modèles mentaux sont créés, pas seulement chez les primates, mais chez l'emproie. L'emproie qui est, bon, vous connaissez un genre d'anguille, et la drosophile, qui est la petite mouche à fruits, bien, on peut découvrir, avec les neurones qui ont été identifiés chez la drosophile, pardon, des modèles mentaux aussi. Donc, pour celui ou celle qui l'ignore qu'on fait ces modèles mentaux-là et qu'ils sont basés sur la réalité, bien, ça peut être à la fois mystérieux et menaçant. Et puis, en tant que détecteur de menaces, on a adopté divers systèmes de croyances très étendus, profondément enracinés sur le plan émotionnel. La religion transcende la réalité que nous ne pouvons concevoir. Pardon? On revient à ce moteur. C'est Michel, je ne sais pas si vous vouliez en parler, mais c'est le procès de Dover en Pennsylvanie, où l'ACLU, c'est American Civil Liberty Union, a dit: vous ne pouvez pas enseigner le design intelligent à la commission scolaire parce que ce n'est pas de la science, c'est de la croyance. Et ils ont gagné. Et c'est ce que le juge a dit. Le design intelligent n'est pas une science, mais une croyance. Il y a des gens qui soutiennent que ce moteur moléculaire est tellement complexe qu'il a fallu qu'il soit créé de toutes pièces, inventé par un agent externe. Les agents externes se retrouvent partout, partout. Maintenant, même la science est une source d'agents externes. On parle de mécanique quantique pour parler que l'esprit est différent, qui ne peut pas être réduit à la physique, finalement. Donc, la modulation des réseaux neuronaux via les émotions, le sommeil, l'anesthésie, la schizophrénie, les médicaments peut altérer la perception ou l'émulation de la réalité par le cerveau.
ce qui déterminera ce qui est une menace réelle ou perçue. Et vous voyez en rouge, c'est l'amygdale. L'amygdale, c'est une région du cortex qui est dans le centre du cerveau, au niveau médial, et qui est un filtre qui va dire oui, c'est une menace ou non, ce n'est pas une menace. Et la plupart du temps, ce sont de fausses menaces. Donc, on détecte, et ça ne vient pas de nos sens, même pas. Ça vient de nos pensées, ça vient des traumas passés, de l'enfance, de PTSD, etc. Et on détecte des menaces. Nous sommes des détecteurs de menaces. Et Sonia Lupien le vulgarise très bien. Cette réflexion ne nous limite pas à être matérialiste, mais offre l'opportunité d'avoir la compassion pour les autres. Deux des obstacles à la poursuite de notre évolution sont l'ignorance, d'où découlent des peurs infondées, irrationnelles à tous les niveaux, et même, je dirais, de la violence pour les gens qui ne comprennent pas les différences, comme l'homosexualité, par exemple, ou les races différentes. Il y a encore beaucoup d'homophobie, de xénophobie, ben c'est l'ignorance, c'est le prix à payer. Il est très cher pour l'humanité. La facilité. Pourquoi désapprendre toutes les croyances profondément enracinées, le plan émotionnel, pourquoi se donner la peine de renoncer à de longues habitudes? Pourquoi se donner la peine d'être pleinement présent dans le moment présent? Oui, ça fait beaucoup de présent avec acceptation et sans jugement. La paresse et la lâcheté sont les raisons pour lesquelles une si grande partie de l'humanité restera volontiers mineure toute sa vie, longtemps après que la nature les ait libérés d'agents externes, les fameux agents externes. Ce sont les raisons pour lesquelles il est si facile pour les autres de s'ériger en tuteurs. Donc, on parle des gens qui sont à la tête de religion et des gens qui sont bien pensants, qui croient profondément, humainement, à un Dieu ou quelques agents externes que ce soit, de bonne foi, sans jeu de mots. Mais il est tellement confortable d'être mineur. Et c'est Emmanuel Kant qui l'a dit, le père de l'âge des Lumières. Nous observons attentivement comment notre corps physique a évolué et comment il fonctionne. Sans connaître les détails, on peut être ouvert et accepter les observations scientifiques jusqu'à ce que de meilleures, si c'est le cas, se présentent et remplacent les précédentes. Cette approche de l'éducation de soi est conforme à la conduite d'une vie humaniste. Le réductionnisme, donc c'est vraiment ma conférence ce soir, est compatible avec le respect de soi, des autres et de notre environnement. C'est une des clauses que l'Association humaniste a rajoutées, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça. Entre senseur et affecteur, l'entre-deux devient sens. Essayant d'avoir du sens, obligé d'avoir du sens, lâchez prise, respirez et revenez à vos sens. Afin de ressentir, comme Michel l'a promis, on ne parle pas du sens de la vie, on parle de la ressentir ou de le ressentir, ce sens, ben, il nous faut tout arrêter, prêter attention à nos sens, et je parle des sens primaires, tout en acceptant le flux aléatoire des pensées, sans agir sur elles, mais plutôt en ramenant notre attention à nos sens. Se rendre compte que les pensées, ce sont des modèles mentaux et qui sont là, qui roulent constamment et qui ne représentent pas la réalité dans laquelle on vit. Et qu'est-ce que c'est encore un dessin compliqué? C'est pour vous montrer que l'on comprend assez bien le circuit qui régit la respiration. Donc, ce geste rythmique qui est la respiration se situe au niveau du tronc cérébral. Pourquoi je montre ça? Parce qu'on comprend que la respiration, elle est automatique, on n'a pas besoin de penser et on peut s'y connecter et ça nous grande à la réalité. Donc, quand on... Et là, je vais faire attention à ce que je dis. Je sens qu'il va y avoir des discussions là-dessus. Mais quand on en a Dieu, le fait dans le silence, dans l'immobilité. Et je pense que le résultat est le même que quelqu'un qui est athée et qui pourrait simplement s'immobiliser et méditer. Méditer, ça veut dire observer. C'est un synonyme. Donc, quelqu'un qui médite, qui atteint un certain état de plénitude, pourrait avoir cette même sensation. Il y a des gens qui ont fait de l'imagerie mentale, de l'imagerie cérébrale et ont montré l'activation d'aires corticales similaires chez les gens qui
méditaient en portant attention à leur respiration et chez des mystiques. Donc, la respiration continue du monde est ce que nous entendons et appelons le silence. Le monde n'a pas d'ordre visible et je n'ai que l'ordre, la respiration. Je me laisse advenir. Clarice Lispector, une poète que j'aime beaucoup. Alors que plus de 99% de la population mondiale doit travailler de longues heures avec un salaire minuscule qui est à peine suffisant pour survivre, comment cette grande majorité peut-elle être motivée à s'arrêter et à penser en leur propre routine? Qu'on peut dire, et puis les gens le font comme ils le peuvent. Mais c'est une question qui me tracasse. La compassion. Avoir la compassion pour tous, c'est reconnaître la souffrance, c'est comprendre l'universalité de la souffrance humaine, c'est ressentir la souffrance d'une personne, c'est tolérer les sentiments inconfortables, c'est la motivation à agir, à être proactif afin de soulager la souffrance. Nous portons des gènes. Une fois que nous l'acceptons, nous sommes libres. Malheureusement, le texte est coupé ici. Est-ce qu'il y a des gens qui voient le texte? Non? Je vois à partir de « nous portons des gènes ». Oui. Une fois que nous l'acceptons, nous sommes libres de... De vivre. Ah ah, merci. Merci, Michel. Nous ne sommes plus esclaves des mécanismes, des pulsions et des forces qui permettent aux gènes de changer, d'évoluer. Nous pouvons évoluer en tant que société, un souffle à la fois, c'est bien ça, Michel? Oui, oui. Nous prenons conscience que les pensées sont trompeuses. Nous sommes libérés du mythe de la caverne de Platon. Je souris parce que je suis heureux, mais je peux simplement être heureux parce que je souris. Et c'est là-dessus que je vais terminer ma conférence et je vais remercier Emmanuel Kant pour ses inspirations, Michel de Montaigne et quelques livres qui ont été déterminants et la poésie de Clarice Lispector. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la discussion. Alors, le plancher est ouvert, Michel.